Bonjour à tout le monde. Donc Nadine Gublin, je suis œnologue des domaines du groupe La Bruyère, en l'occurrence le domaine Jacques Prieur à Meursault, mais aussi deux autres domaines. Donc j'ai effectivement une expérience un peu plus large du millésime 2017 cette année parce que je vinifie aussi un domaine dans le Beaujolais, à Moulins-Vent. Et là, on a eu un problème climatique important, la grêle 2 fois. Et je m'occupe d'un autre domaine qui n'est pas en Bourgogne, qui est en Champagne, sur la montagne de Reims. Et là, on peut parler de la météo aussi, là, je pense, hein, parce que j'imagine que vous en avez entendu parler. Donc, comment j'aborde ces millésimes précoces Eh bien, avec beaucoup d'anxiété. Et ça peut paraître contradictoire parce que les gens qui me connaissent savent que j'apprécie particulièrement les millésimes mûrs. J'aime la maturité, ça tout le monde le sait. Mais ce genre de millésime à profil précoce me stresse énormément parce que dès mars, dès avril, on savait que ça allait être un millésime précoce. Et je ne sais pas si on en a parlé, je n'ai pas la sensation qu'on en ait parlé ce matin, du cycle végétatif de la vigne. Alors effectivement, c'est une année précoce, mais une année précoce, j'imagine qu'elle peut avoir différents profils. Et quand même, la caractéristique de l'année, et ça, à chaque stade, je l'ai constaté, c'est que les stades végétatifs de la vigne ont été fulgurants. Alors je ne sais pas, là je m'adresse à certains spécialistes, je ne sais pas si c'est un effet quand même parce qu'en plus du stress hydrique, est-ce que ça ne joue pas quand même sur l'accumulation de certains éléments dans la vigne, parce que c'est absolument spectaculaire, étant donné que nous sommes passés au niveau, je parle de la floraison, on est passé de 8-9 feuilles étalées à la floraison en une semaine à pleine fleur. Donc ça, c'est quand même très stressant. Il se passe qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de la plante, et qu'est-ce qui va se passer après? Pareil, la veraison a été précoce, certes, mais aussi fulgurante. Alors fulgurante, moi ce que je constatais, c'est que, en passant dans les vignes, les nôtres en particulier, mais on regarde aussi à côté. J'ai aussi une expérience étant consultante dans une maison de la côte chalonnaise, donc de vignes en dehors de nos propriétés. Et je constatais quand même que c'était une année, ces années précoces où on sait que nous allons vendanger tôt, c'est quand même le profil, sont hyper stressantes parce qu'on se rend compte que d'une vigne à une autre, il y a une hétérogénéité absolument hallucinante. Et ça, moi, vraiment, c'est la marque pour moi du millésime 2017. Alors, je vais parler surtout du Pinot à ce niveau-là. Vous savez très bien ce qui s'est passé les dernières années en Bourgogne. On a eu beaucoup de problèmes climatiques, donc avec des pertes de récoltes importantes en 2013, 2014, 2015 à cause de la chaleur et la sécheresse, 2016 à cause du gel. Donc, on a bien vu qu'en 2017, certaines vignes, quand même, étaient particulièrement chargées. Et c'est là où c'est très inquiétant, parce qu'on sait très bien qu'une vigne avec une faible charge et une vigne très chargée, en particulier pour le pinot noir, et on se dit qu'on va être dans un millésime précoce, donc que la date de vendange va être très tôt, et que tout le monde se dit on va commencer tôt. Là, il y a vraiment une prise de conscience importante, je pense, à avoir, parce qu'une vigne où il y a, globalement, je vais prendre un chiffre comme ça, 30, 35 hectolitres hectares, et une vigne où il y a pratiquement 50, 60, je suis désolée, dans un millésime précoce comme 2017, les raisins de pinot noir, la maturation, c'est complètement différent et le résultat, vous le verrez au niveau des vins, comment Eric qui est parti l'a précisé, c'est un millésime qui va être très hétérogène. Tu en as déjà un petit peu parlé, Antoine, mais c'est certain, c'est évident. Le comportement d'une vigne avec un certain rendement par rapport à une autre ne peut pas du tout être le même au niveau de la maturité. Alors on a beaucoup parlé ce matin, donc c'est ça qui me stresse énormément dans des millésimes de ce profil, parce qu'on a la sensation de ne pas avoir le temps d'attendre. Alors, des vignes étaient mûres
parfaitement le 29 août, le 30 août, le 2 septembre, le 3 septembre, mûrs, parce qu'il y avait du sucre. Mais il y a une chose dont on n'a quand même pas parlé beaucoup ce matin, c'est pour les rouges, de la matière colorante, des anthocyanes, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, et des polyphénols, des tannins. C'est quand même ça qui fait la structure des vins rouges. Et j'ai la sensation qu'avec tout ce qui s'est passé dans ce millésime 2017, pendant tout ce cycle, etc., et à partir de la veraison, en fonction de la charge de la vigne, il va y avoir vous verrez, il y a des vins qui sont très, très, très différents. Et on ne peut pas, justement, à ce moment-là, quand on fait les rapprochements avec certains profils, comme 2015, etc., oui, on peut faire des rapprochements peut-être au niveau météo, mais au niveau des vins rouges en particulier, non. On ne peut pas comparer. Les vins sont profondément différents. Et effectivement, si on parle d'un millésime très pinot, très bourguignon, certainement, sur le côté fruité, tendre, gourmand, mais il faut penser aussi qu'on a des terroirs de grands crus, de premiers crus et des grands crus, et qu'il faudra qu'on communique beaucoup au niveau des clients pour leur expliquer que c'est un millésime tendre et friand. Même sur des vignes, moi j'ai le cas, on a des vignes où on n'a pas fait, on a fait 30 hecto-hectares, il y en a même une où on a fait 16 hecto-hectares parce qu'elle avait été tellement touchée par le gel et par la grêle les années précédentes qu'elle ne donne pas grand-chose. Hélas, eh bien, c'est joli, c'est gourmand, c'est friand, mais on a la sensation que pendant tout ce cycle, il s'est passé des choses qui... Alors moi, je ne peux pas l'expliquer au niveau de la vigne, mais on a l'impression que la vigne a manqué de quelque chose pour synthétiser des choses importantes pour faire que nos vins rouges aient un minimum de structure tannique et de pouvoir, après, vieillir, parce qu'un grand cru, c'est quand même, normalement, on ne le boit pas au bout de 2 ou 3 ans. Voilà. Et maintenant, en plus, je goûte les vins. Alors moi, les Malo ne sont pas faites, heureusement. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une cave très froide au domaine Jacques Prieur à Meursault. Les Malo ne sont pas faites. Eh bien, je vous dis heureusement, parce que les Malo pas faites aujourd'hui, ça a permis avec l'élevage de stabiliser au moins la matière colorante et d'avoir j'ai une sensation d'une certaine texture. Mais je sens que ce sont des vins quand même effectivement très, 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 très souples. Et curieusement, effectivement, quand j'ai goûté les raisins au moment de la récolte, j'en étais pas aussi persuadée, parce que la chance que l'on avait quand même, c'est que les pépins étaient mûrs. Donc on avait cette maturité de pépins, donc ça c'est plutôt réconfortant. Les pépins grillés, mûrs, les peaux de pinot pas très épaisses, malgré la sécheresse, ou alors on a été trompé peut-être par cette pluie qui est arrivée là fin août, début septembre. Peut-être que d'un seul coup, il y a eu un afflux, on va dire, de liquide au niveau du raisin, du pinot en particulier. Voilà. Moi, dans des millésimes de ce profil, c'est toutes les questions qui m'interpellent. Et je vous avoue, quelquefois, je me sens mieux dans des millésimes où on a la sensation qu'on peut prendre le temps. En plus, on a l'état sanitaire. Bon, heureusement, il était parfait, parce que dans d'autres régions viticoles, le pinot noir n'était pas du tout... C'était beaucoup plus compliqué pour eux. Je préfère, j'ai la sensation, moi je me sens mieux dans des millésimes où on peut prendre le temps que la maturité arrive tranquillement, lentement. Là, j'ai eu la sensation dans ce millésime que tout était précipité et qu'il fallait aller vite. D'ailleurs, moi, j'ai avancé la date des vendanges. J'ai commencé effectivement le 29 août. Je n'avais pas du tout prévu de commencer le 29 août et on a terminé le 13 septembre. On a pris le temps avec le pinot. Mais pourquoi j'ai commencé les vendanges le 29 août ? Parce que, à cause du chardonnay, pas le pinot. Le pinot tranquille au niveau de l'accumulation des sucres, c'était... ça allait, quoi. Mais alors, effectivement, le chardonnay, il a fallu se dépêcher, ça c'est sûr. Sur les vignes très, très faiblement chargées en chardonnay, parce qu'il y a eu de la coulure, un peu sur chardonnay au moment de parce que le veraison, nouaison, ça a tellement été rapide qu'il y a eu des phénomènes de coulure. Mais on a commencé les vendanges parce que les chardonnays, on voyait qu'ils commençaient à frôler avec les 14 degrés naturels, quoi. Donc il fallait aller très, très vite sur le chardonnay, ça c'est sûr. Très vite, on a pris un peu plus de temps pour le pinot parce qu'on cherchait je ne sais pas quoi, on espérait quelque chose sur le pinot de plus
Et moi, c'est ma grande question. Pourquoi dans une année avec un ensoleillement aussi important, avec des précipitations assez faibles dans l'ensemble, ce n'est pas une des années les plus faibles en précipitations, mais bon, on est en dessous de la moyenne. Pourquoi on n'a pas eu, c'est ma question sur le Pinot, pourquoi on n'a pas eu cette accumulation intéressante et bénéfique en anthocyane et en tanin. Alors là, ça va être la grande question pour moi dans ce millésime. Je ne comprends pas pourquoi. Je rejoins beaucoup Nadine sur le millésime 2017 par rapport à la précocité, par rapport à la date de débourrement, parce qu'on a eu quand même des températures relativement chaudes en 2017 au mois de mars. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais fin mars, on a eu des températures autour de 20 degrés, ce qui a vraiment déclenché le débourrement. Et une fois que la vigne est partie, on ne peut plus l'arrêter. Donc, les phénomènes de gelée qu'on a connus en 2016 et 2017, c'est pas exceptionnel. Il est quand même bien connu qu'il y a des risques de gel jusqu'au sein de glace. Mais ce qui est quand même rare, c'est quand même d'avoir déjà 6 à 7 feuilles étalées fin avril, quoi. Et c'est là où les dégâts sont les plus importants. Voilà. Autrement, je rejoins aussi Nadine par rapport à cette histoire d'intensité colorante, de maturité des couleurs, des polyphénols. C'est vrai que d'un point de vue couleur des 2017, c'est quand même faiblard, moi je trouve. C'est très faiblard, ça ressemble beaucoup à 2011. Pareil, un autre millésime précoce. Alors, après, comment on aborde tout ça quand on est dans une situation où nous, au domaine, on veut travailler le plus naturellement possible, c'est-à-dire sans levurage, sans enzymes, sans acide tartrique, sans rien du tout, à part des doses de SO2 relativement réfléchies. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, mais on y arrive quand même. Alors c'est beaucoup de réflexions par rapport à la date de vendange, justement, où nous on attend quand même le plus tard possible, ce qui peut peut-être entraîner quand même un déséquilibre au niveau de l'acidité du vin. Mais généralement ça marche quand même très bien, quoi. On travaille beaucoup en vendange entière, ce qui apporte une belle structure tannique. Et puis on fait, je ne parle que des rouges pour l'instant, et on fait des cuvaisons hyper longues, c'est-à-dire entre 27 et 31 jours. Voilà, pour extraire vraiment. Mais alors attention, quand je parle de l'extraction, c'est pas taper comme un cinglé, excusez-moi, je ne veux pas prendre des termes techniques, mais on ne va pas taper comme des cinglés dans les cuves, ce sera plus de l'extraction en douceur, donc c'est-à-dire pigeage au pied et des remontages par gravité. Voilà, vraiment, on respecte le raisin jusqu'au bout, même dans le processus de vinification. Voilà. Que dire sinon, c'est vrai que je rejoins beaucoup ce qu'a dit Nadine par rapport à cette saison qui a été quand même assez difficile à maîtriser quand même, puisqu'on a commencé par faire cramer des bottes de paille quand même en 2017. Ça, je voudrais le souligner quand même. Alors, apparemment, il y a quelques experts qui disent que ça a servi à rien, peut-être, mais en tout cas, ça a permis d'un petit peu de fédérer les villages. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment génial. C'est qu'au niveau des ODG, bon, des fois, il y a pas des ambiances qui sont géniales, mais là, j'ai remarqué quand même qu'il y a c'est la première fois, bon, ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu du vin, ça fait que 20 ans, quoi. Mais c'est vraiment la première fois que je vois vraiment une vraie solidarité entre tous les viticulteurs d'une même ODG. Vraiment. Bon, je pense que la raison, c'est pas forcément pour des raisons d'amitié, mais c'est plus pour des raisons économiques, vraiment. 2017, on aurait gelé comme les autres régions, comme Bordeaux. Là, il y aurait, je crois, la moitié des domaines qui allaient fermer les portes. Il faut être honnête. Voilà. Sinon, sur le millésime 2017, c'est vrai qu'il y a une maturité qui a été très vite. C'est comme 2011, quoi. Les sucres très vite, les taux de sucre très hauts, mais la couleur, elle n'était pas là, quoi. Voilà. Je me permets de poser une question. Ouais. Tu travailles en vendange entière. J'ai entendu des cas plutôt mixtes ou vendange entière, mais cette année, ils ont carrément fait très peu de vendange entière. Toi, tu restes sur ce cas. Ouais. Tu regrettes ou... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça permet un petit peu quand même d'extraire des tanins, en plus que les tanins pelliculaires.
Et ça permet un petit peu de contrebalancer ce manque d'acidité, quoi. C'est vrai que l'acidité, c'est la charpe, tu le sais bien, quoi, c'est le squelette du vin, quoi, hein, c'est ce qui le tient droit. Si tu n'as pas forcément beaucoup d'acidité, ben, tu compenses en faisant un apport, en tout cas en grappe entière, de tanin, quoi. C'est sûr. On a peut-être une légère dilution au niveau de l'alcool, mais quand on rend des raisins à 13 degrés potentiel naturellement, on peut se permettre de perdre 0,2 ou 0,3, hein, c'est pas le problème, ça. Et puis le fait aussi de travailler en grappe entière, ça permet de faire des cuvaisons relativement longues, quoi, de les tenir plus facilement, en tout cas. Voilà, sachant qu'on ne fait pas de macération préférmentaire à froid à des températures vraiment basses, quoi. Nous, à froid, c'est-à-dire c'est 12-14 degrés voilà, pendant 4 jours, ça démarre tout seul, on ne levure pas, ça monte en température, soit naturellement, on les aide un peu, on a quand même une cuverie thermorégulée, donc c'est quand même assez pratique. Et après, par contre, on les tient à chaud jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on décide de la date de décuvage, quoi. Le métronome de développement des êtres vivants et plus particulièrement des végétaux, des insectes. Et donc, s'il fait chaud, eh bien, ça va vite. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, s'il y a de la contrainte hydrique, ça ralentit un peu, ça calme le jeu, mais voilà. Et donc, alors par contre, s'il y a un développement, la floraison a lieu alors qu'il y a une surface foliaire qui est encore assez modeste, qu'on a peut-être de la croissance qui est associée, encore qu'on était avec des légers niveaux de déficit hydrique qui a tendance à ralentir un peu la vitesse d'élongation des rameaux. Mais bon, si on a un manque de surface foliaire à ce moment-là, bah forcément, vous allez avoir un taux de nourrison qui va se faire un petit peu moins bien. Et c'est peut-être le cas qui explique qu'il y ait un petit peu de coulure qui ait eu lieu à ce moment-là sur la fleur. Et donc, ça perturbe physiologiquement. Et puis, alors je vais être assez honnête aussi sur le fait que l'impact de la floraison s'était mis en avant ici, mais aussi feu Denis Dubourdieu mettait en avant le rôle clé de la floraison sur la qualité du raisin. Très objectivement, sur toute la littérature scientifique qu'on a, on s'est posé cette question parce qu'on a vu des corrélations dans toute cette fouille de données qu'on a réalisée sur la base du réseau de parcelles en Bourgogne. Et on voit qu'il y a un lien, il se passe quelque chose au moment de la floraison, mais sur des bases de fonctionnement physiologique de la plante, comment est-ce que le climat à floraison, à part sur son impact sur le rendement évidemment et sur le rapport feuille-fruit, peut jouer sur la qualité finale du raisin, on n'arrive pas à faire des liens de cause à effet. Alors peut-être une relation empirique, mais là je peux pas répondre à ton interrogation malheureusement sur cet impact du climat qu'on a sur la floraison. Oui, parce que c'est un peu... Il y a quand même je reviens encore une fois sur l'accumulation anthocyanes et tanins. C'est un peu contradictoire quand même. Hein. On est dans une année globalement chaude, sèche, et on a un déficit, quoi. On l'a bien vu, hein. Et là, il y a une explication quelque part. Ce serait bien qu'on puisse la trouver parce que ça nous servira à appréhender d'autres millésimes qui pourraient avoir le même profil, si tu veux. Hein. Si je peux me permettre un lien, un élément de réponse très, très rapidement. Déjà, juillet et août ne sont pas exceptionnellement, je ne sais pas si vous aviez vu quand je l'ai présenté, il y a un rattrapage du déficit hydrique considérable qui est vécu quasiment sur toute la saison et qui commence dès l'hiver. Il y a un petit peu un rattrapage en été. Donc on a l'impression qu'on a eu un été sec, ce qui était assez solaire hein, quand même, on a eu des belles périodes de beau temps. Mais c'était pas la période estivale si exceptionnellement sec, et notamment sur la dernière phase de maturation du raisin. Et ça va jouer sur la charge tannique et sur la quantité d'anthocyanes qui sont produits. Donc ça c'est une première chose. Et puis il y a un effet, et on le voit bien sur les mesures de delta C13, parce que les itinéraires que je vous ai montrés, c'est sur 3 stations, et on a travaillé rien qu'à l'échelle du territoire de Corton, là, de Savigny jusqu'à quelques autres sur une autre côte, sur Magny-les-Villers. On voit que vous pouvez avoir autant de variabilité en termes
de stress hydrique simulé simplement dû à la pluie qu'on en a à l'échelle de l'ensemble de la Bourgogne. Je dis ça, c'était le cas en 2015, sur la période floraison-véraison. Il y avait autant de variabilité spatiale de la pluie sur quelques kilomètres que sur l'ensemble du territoire. Et donc, on ne peut pas tout expliquer, mais je pense que la variabilité spatiale qu'on retrouve quand on fait des mesures de delta C13 sur différentes parcelles, et qu'on retrouve aussi sur les mesures de maturation du raisin, etc., il a dit c'est une grande hétérogénéité spatiale. On rajoute ça une grosse variabilité en termes de contraintes hydriques et en termes de rendement, eh bien ça peut déboussoler, je pense. Et c'est vrai que cette diversité, c'est ce qui marque aussi ce millésime. Et plus un millésime est précoce, plus l'impact de la pluie tardive a cet effet-là, on est d'accord. Hein. Et du coup, une question pour toi encore et un peu pour Nicolas aussi, ce décalage entre la maturité technologique des sucres et la maturité des polyphénols, est-ce que toi tu as de la donnée là-dessus en Bourgogne sur qu'est-ce qui influe là-dessus et qu'est-ce qui fait qu'il y a plus ou moins de décalage? Parce que nous par exemple c'est un phénomène qu'on voit de façon vraiment commune, ayant commencé à Napa en Californie et puis dans le sud de la France, les décalages sont souvent très importants, 2 semaines, 3 semaines. C'est vrai que je sais que c'est quelque chose de plus rare dans les régions septentrionales, même à Bordeaux. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu as de la donnée sur Là, je te rejoins tout à fait. La vision qu'on a, c'est le Cabernet Sauvignon qui nous dit si ça mûrit très vite, avec le changement climatique, on a l'impression que la période véraison-récolte se raccourcit. À Bordeaux, elle s'allonge. On ramasse plus tard. On attend 40 jours, 45 jours, alors on en attendait 35, ou peut-être un petit peu plus dans les années 80-90. Donc c'est pas parce qu'il fait plus chaud qu'il y a aussi l'effet vigneron qui essaye d'attendre un petit peu et on a cette image d'un temps incompressible pour que la maturation phénolique se fasse bien. Et le contre-exemple à ça, moi j'avais ce modèle-là dans la tête quand je suis arrivé il y a un peu plus de 12 ans en Bourgogne. Ce modèle Cabernet Sauvignon, je voulais le transposer sur Pinot. 2003 vous montre que ça marche pas du tout. On n'a pas des tanins durs, on n'a pas des tanins âpres. Je me tourne vers les œnologues et les amateurs, journalistes qui connaissent très bien les vins. Il ne me semble pas que 2003 soit marqué par des tanins très durs parce qu'on aurait eu une maturation en sucre et en acide trop rapide et pas assez de temps pour que ces polyphénols mûrissent. Je pense que le pinot, il y a une réaction différente selon les cépages et que le pinot noir, finalement, tant sur la maturation technologique que phénolique, réagit d'une manière, alors je ne dis pas synchrone, parce qu'au niveau aromatique, par exemple, c'est très différent en 2003 par rapport au reste, mais il y a une meilleure synchronisation en termes de maturation technologique et de maturation phénolique. Très modestement, c'est le regard que j'en ai en regardant ce millésime très typique tel Oui, on a quelques éléments. C'est des sujets qu'on travaille évidemment qui sont assez clés. Nous, dans l'approche, on essaye de bien séparer les phases de synthèse. Donc, sur l'aspect tannique, c'est avant véraison, clairement que ça se joue. Donc, il y a 2 facteurs d'influence principaux, et c'est ce que évoquait Benjamin sur l'aspect stress hydrique, stress thermique, conditions climatiques. Après, on n'a pas parlé de l'azote. Et dans tous les résultats qu'on peut avoir, le driver principal sur les tanins, c'est l'azote. Donc si vous avez une mobilisation importante de l'azote en phase nouaison, fermeture de grappe, on va dire, la phase de synthèse active des tanins, vous avez très peu de stimulation de la synthèse phénolique. Donc ça peut être un sujet à regarder de près cette année, et que les millésimes de forte synthèse tannique sont toujours des millésimes où la minéralisation, la disponibilité de l'azote pour la plante est limitée. Si vous restreignez la disponibilité en azote, vous stimulez fortement les voies de synthèse de tanins, plus que le stress hydrique. Alors souvent, il y a une interaction et un lien stress hydrique avec les carences induites en azote. Nouaison, fermeture de grappe, la phase de synthèse des tanins. Après, véraison et ce qui se passe après, les tanins ne sont plus fabriqués, ils évoluent en termes de structure. Ça peut être une explication parce que, quoi qu'on en dise, juin et juillet ont été arrosés. Il a beaucoup plu en juin et Donc, juillet. mobilisation de l'azote, donc pas de stimulation. Après, ce qui se passe post-véraison, c'est juste des aspects de concentration et dilution liés au volume de baies. Alors, je ne l'ai pas présenté par rapport au temps imparti, mais la taille des baies était plutôt moyenne, c'est présenté Eric. Donc, pas d'aspect de dilution lié à la taille des baies et au rapport pulpe-pellicule sur 2017. Donc, c'est surtout, probablement sur la phase synthèse des tanins qu'il faudrait chercher une explication. Après, pour l'aspect anthocyane, c'est l'inverse, ça peut se jouer à partir de la véraison. Donc, contrainte hydrique, moindre disponibilité en azote vont stimuler la synthèse des anthocyanes. Et à
après, c'est la durée de synthèse des anthocyanes. En général, sur les lignes de maturation classiques, à peu près équilibrées, on a une bonne synergie entre le chargement des sucres et la synthèse des anthocyanes. Donc quand l'accumulation des sucres s'arrête au niveau du raisin, le métabolisme est fortement ralenti, la synthèse d'anthocyanes se ralentit, voire s'arrête, et ensuite le fruit va vieillir, va évoluer un peu. Il y a très peu de flux, autant hydrique que de sucre. Et c'est un fruit qui va évoluer, c'est là que les tanins vont commencer à évoluer et qu'on va arriver à une maturité phénolique. Et donc sur 2017, la cinétique d'accumulation ayant été courte, il faudrait regarder dans le détail l'azote et les aspects hydriques, sachant qu'il y avait une forte hétérogénéité, comme toujours les années sèches, entre les parcelles, il y a un effet terroir important. Et regarder cette phase-là, accumulation, parce que encore une fois, l'effet de dilution n'a pas l'effet principal, pas le marqueur de 2017. Certainement des problèmes de synthèse, ce genre de problème. Il faut bien dissocier les phases, et puis les drivers, stress hydrique, azote principalement. Et rendement éventuellement. Après, on voit que sur le chargement en sucre, le premier paramètre impacté par un déséquilibre lié à un excès de rendement en raisin, c'est le chargement en sucre. On a vu que globalement sur 2017, il était très bon. Donc, je n'irai pas charger l'application sur l'aspect rendement, on va plus température et stress hydrique. Très bien. Du coup, Antoine, vous avez fait l'introduction, après avoir vu toutes ces données très scientifiques, très techniques. Des commentaires? Le premier commentaire, c'est que je trouve justement ça, je trouve ça très bien que l'angle soit scientifique et technique. Je fais toujours une petite comparaison avec ce rapport au millésime à Bordeaux, qui a une approche universitaire beaucoup travaillée dessus. C'est du Bourdieu qui est sorti, on peut dire, ces études sont sorties toujours où il y a un timing du millésime qui était très important. Et je trouve ça bien que la Bourgogne donne le sens d'une cloche. Peut-être plus technique, plus diversifié aussi, peut-être, c'est étonnant, c'est-à-dire qu'on a 2 cépages, mais je pense qu'il y a des points de vue très variés, parce que le vignoble est varié humainement, mais aussi, bien évidemment, géologiquement et climatiquement. Et donc, aller encore plus loin dans cette définition du millésime, une région comme la Bourgogne, je trouve ça très intéressant, parce que ça donne aussi un éclairage un peu plus continental. Là, on a vu sur les cartes, on a vu les réchauffements, tout ça. Voilà, il y a une grande famille de vignobles, Alsace, Jura, une partie de la Champagne, qui est vraiment aujourd'hui, qui a une vision quand même très très différente du millésime que la partie océanique. Et je pense que ce soit les étudiants, que ce soit même les commerçants passionnés par leur travail, ont besoin d'informations de plus en plus pointues. Et voilà, pas éviter de raconter des bêtises, donc il faut qu'on vous écoute tous les ans si possible. Merci. Du coup, on est un petit peu en retard, mais on va quand même ouvrir les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour. Anna, on peut faire la continue. Alors, j'ai une petite question à Madame Guérin par rapport à la rentrée des vendanges de 2017. Donc, vous avez dit tout à l'heure que pour les chardonnays, ils étaient prêts. Et pour les pinots noirs, vous aurez quand même voulu attendre un petit peu pour espérer quelque chose de plus. Et qu'est-ce qui vous a incité à non pas attendre, mais à vendanger du coup? Alors, donc comme je vous l'expliquais, nous avons décidé de commencer les vendanges plutôt pour le chardonnay. Comme nous avons environ 22 hectares et à peu près moitié-moitié en chardonnay et en pinot. Donc il fallait commencer à vendanger les chardonnays. Certes, il faisait très chaud le 29 août, mais justement, les derniers contrôles de maturité étaient déjà très élevés sur le chardonnay et je ne pouvais pas me permettre, c'était pas possible, il fallait commencer à vendanger, surtout les vignes très peu chargées. Et puis, je voyais bien que le pinot noir, il fallait un peu plus de temps. Donc, et il y a eu un facteur, en fait, quelquefois, les choses, des éléments perturbateurs font bien les choses. Il se trouve qu'en 2017, nous avons eu des gros problèmes de recrutement de vendangeurs. Nous avons besoin au domaine Jacques Prieur environ de 40 vendangeurs, 40-45 vendangeurs, et il se trouve que j'ai commencé les vendanges avec 18 vendangeurs.
Donc je peux vous dire, là j'ai paniqué. Quand j'ai vu les conditions climatiques 29-30 août, je savais pas, on savait pas trop ce que le temps allait donner, ce que les conditions, la météo, comment elle allait évoluer après en septembre. Bon, heureusement ça a changé, les températures ont chuté, il faisait plus frais, ouf. Donc là, au bout de 2 ou 3 jours, on était un peu plus serein. Donc le fait d'avoir peu de vendangeurs, eh bien, les vendanges ont pris plus de temps. Et globalement, ça m'a permis de vendanger le pinot noir un peu plus tard. Et le pinot, je n'ai commencé à vendanger le pinot qu'à partir du 6 ou 7 septembre. Parce que, en fait, si j'avais eu mon équipe de vendangeurs, peut-être que bêtement, j'aurais continué les vendanges et n'aurais pas été satisfaite à 100%. Ou alors, j'aurais pris la décision d'arrêter et de les faire revenir 4-5 jours plus tard. En fait, l'élément perturbateur de manque de vendangeurs m'a permis d'étaler les vendanges sur plus de 15 jours cette année. Et j'avais vraiment, personnellement, je voulais vraiment faire ça. Vraiment je voulais qu'on prenne le temps de vendanger les pinots parce que l'état sanitaire était parfait. Et puis je pense que je cherchais quelque chose qui en fait, c'était trop tard de toute façon. La synthèse des tanins et la matière colorante, c'était terminé, c'était chose faite. Mais bon, dans mon fort intérieur, ça m'a rassuré de pouvoir vendanger les pinots pas avant le 6-7 septembre. Voilà, tout simplement. Voilà, ce sont des choses comme ça qui arrivent et qui font bien les choses en finalité. Encore une question ? Ok, bon du coup, merci à tous, merci de votre participation et de vos Merci à commentaires. tous. Merci. Du coup, on va passer à la dernière présentation.